Bienvenue dans cette nouvelle analyse. On part aujourd'hui d'une situation que je pense vraiment tout le monde a déjà vécue. Ah oui, je vois très bien de quoi tu parles. Être en plein milieu d'un désaccord, que ce soit en famille, au bureau, et avoir cette certitude absolue. Cette petite voix qui dit Exactement. Je suis parfaitement rationnel. Mes arguments sont logiques, basés sur des faits. C'est l'autre qui réagit de manière complètement émotionnelle ou qui est biaisé. « c'est ça ». On se sent comme le seul îlot de rationalité dans un océan d'irrationalité. C'est très humain comme sensation. Et c'est précisément cette certitude qu'on va explorer aujourd'hui. On s'appuie sur un document fascinant d'une plateforme d'entraînement cérébral, QE Challenge. Oui, et il s'attaque à un sujet qui est particulièrement, disons, sournois, un biais cognitif qu'on appelle la cécité métacognitive. Plus connu sous le nom de billet de la tâche aveugle. Exactement. Le nom est déjà très parlant, c'est l'idée qu'on aurait un angle mort dans notre propre perception. C'est tout à fait ça. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi on est de si bons détecteurs de biais chez les autres. Et de si mauvais juges pour nous-mêmes. Voilà. Pourquoi cette asymétrie? On va voir que ce n'est pas de la mauvaise foi, mais un vrai mécanisme, presque un bug de notre cerveau. Le paradoxe, c'est qu'on connaît tous l'existence des biais, le biais de confirmation, l'effet de halo, mais on a cette conviction intime. D'y être immunisé personnellement. C'est ça. Allez, on plonge dedans. Allons-y. Pour rendre ça très concret, l'article de Q-Challenge commence avec une expérience de pensée. Une expérience assez redoutable. Oui, Imaginez, on met 100 personnes dans une salle, des gens de tous les horizons, et on leur pose une question toute simple. en apparence. En apparence, oui. La question est, par rapport à la moyenne des gens ici présents, à quel point estimez-vous être impartial et logique? Ah, la fameuse question. Et les résultats, en situation réelle, sont spectaculaires. J'imagine. Oui, des études, notamment celle d'Emily Pronin à Princeton, montrent un résultat qui est constant et surtout statistiquement impossible. Plus de 85% des participants 85%. affirment n'être plus objectifs que la moyenne. Ce qui est mathématiquement absurde, évidemment. Par définition, seule la moitié des gens peut être au-dessus de la moyenne. C'est le fameux biais d'autocomplaisance, quoi. C'est un point de départ assez classique, oui. Mais ce n'est même pas ça le plus fascinant. Ah! Non, le vrai piège arrive après. Une fois ce résultat montré, les chercheurs expliquent le concept de ce biais à tout le monde. Ils montrent les chiffres, ils prouvent que c'est impossible. D'accord, donc ils leur donnent la clé. L'idée, c'est de voir s'ils vont corriger leur jugement une fois qu'ils ont compris le mécanisme. On pourrait le penser. Mais c'est là que ça devient fou. Après ces explications, on leur repose une question pluine. Maintenant que vous savez ça, est-ce que votre propre réponse a été influencée par ce biais? Et là? Et là, la grande majorité répond non. 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 En substance, ils disent « Je comprends bien le principe, je vois que les autres ont sûrement été victimes du biais, mais moi, personnellement, ma réponse était honnête. Il se trouve que je suis vraiment plus objectif que la moyenne. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on peut comprendre un concept abstrait, mais refuser totalement qu'il s'applique à soi. » Exactement. On voit la paille dans l'œil du voisin, mais on est persuadé de ne pas avoir de poutre dans le nôtre, même si on nous montre une radio de la poutre. C'est la définition parfaite de la cécité métacognitive. Ce n'est pas juste avoir un biais, c'est le biais supplémentaire qui nous empêche de voir nos propres biais. Une tâche aveugle qui cache nos autres tâches aveugles. D'accord, je comprends le test, le résultat est frappant, mais ça semble être un défaut de conception majeur de notre cerveau. D'où ça vient? Pourquoi on est câblé comme ça? Alors, la source l'explique par un concept clé qu'elle appelle l'illusion d'introspection. L'illusion d'introspection. Oui, tout vient d'une asymétrie fondamentale, une différence de méthode entre comment on juge les autres et comment on se juge soi-même. Une différence de méthode. C'est-à-dire? Pour juger les autres, on se base sur quoi? Sur des preuves externes, visibles. On regarde leur comportement, leurs actions. D'accord. On voit quelqu'un acheter un produit très cher juste parce qu'il y a une grosse promo à côté. On peut se dire, de l'extérieur, tiens, un cas typique de biais d'ancrage. On est un détective qui analyse des indices. Logique. Et pour nous-mêmes, on fait l'inverse, j'imagine. Exactement. Pour savoir si on a été partial, on ne regarde pas notre comportement de l'extérieur. Non, on regarde à l'intérieur. On fait une introspection. On fouille dans nos pensées, on cherche une intention de se tromper ou un sentiment de préjugé. Et le problème, c'est qu'on cherche au mauvais endroit. C'est précisément ça. Comme le rappelle le document, en référence aux travaux de Daniel Kahneman, les biais cognitifs opèrent au niveau de l'inconscient. C'est notre fameux système 1, la pensée rapide, automatique. Ah, je vois. Donc, faire une introspection pour chercher un biais, c'est comme chercher ses clés dans le salon alors qu'on les a perdues dans le jardin juste parce qu'il y a plus de lumière dans le salon. C'est une excellente analogie.
On ne trouvera jamais rien. Quand on regarde en soi, on ne voit pas le processus du biais. On ne voit que les justifications, les rationalisations que notre cerveau a construites après coup. Pour justifier la décision. Voilà. Pour reprendre l'exemple de l'achat, on ne se dit pas j'ai été influencé par le prix barré. On se dit non, je l'ai acheté parce que j'en avais vraiment besoin, c'est de la bonne qualité. Ah, c'était une super opportunité. C'est ça. Et comme on trouve aucune pensée consciente qui dit je suis en train d'être irrationnel, on en conclut, à tort, qu'on a été parfaitement objectif. La source utilise une image très parlante. Et c'est comme essayer de voir ses propres yeux sans miroir. C'est physiquement impossible. C'est vertigineux. L'outil qu'on croit être le plus fiable pour se connaître, l'introspection, est en fait totalement inefficace pour ça. Est-ce qu'on a des exemples où cette illusion a des conséquences réelles, mesurables? Ah, mais absolument. Et les conséquences peuvent être très graves. La source présente une étude classique sur le recrutement, qui est une parfaite illustration. D'accord. Les chercheurs ont pris 2 groupes de recruteuses et recruteurs. Ils leur ont donné des CV identiques. La seule chose qui changeait, c'était le nom, pour suggérer une origine différente, ou le genre. Ok. Au premier groupe, le groupe A, on a donné une instruction très claire. Soyez particulièrement objectif. Soyez vigilant face à vos préjugés. Logiquement, on s'attend à ce que ce groupe A, celui qu'on a briefé, soit le plus juste, non? C'est ce que la logique voudrait, oui. Au deuxième groupe, le groupe B, on n'a donné aucune instruction particulière. Juste évaluer ses CV. Et le résultat? Le résultat est totalement contre-intuitif et assez dérangeant. C'est le groupe A, Celui qu'on a prévenu, celui qui était le plus convaincu de son impartialité, qui a fait preuve du plus de discrimination dans ses choix. attendez, c'est complètement dingue. Le fait de leur demander d'être objectifs et les a rendus plus partiaux. Oui, Mais comment c'est possible? Ça me paraît presque trop simple. On est sûr qu'il n'y a pas d'autres facteurs, c'est vraiment troublant. c'est une réaction saine, et bien sûr que les chercheurs se sont posé la question. Mais l'analyse qui fait consensus, c'est que c'est un point absolument crucial, la certitude d'être impartial. Ça amène à baisser sa garde. Exactement. Quand on est persuadé de ne pas avoir de préjugés, on arrête de questionner ses propres intuitions. On se dit mon instinct est le bon, puisque je suis objectif. On ne surveille plus rien, on se relâche. Et les biais s'engouffrent dans la brèche. La source le résume avec une phrase très forte, je trouve. La certitude de ne pas être biaisé est le signe le plus sûr qu'on l'est. C'est un cercle vicieux terrible. Plus on se croit rationnel, plus on devient vulnérable. Bon, le diagnostic est posé et il est assez sombre. Si l'introspection ne marche pas, si penser plus fort est contre-productif, qu'est-ce qu'on fait? On est condamné? Heureusement non, mais la solution n'est pas là où on le pense. Le document de QA Challenge propose une approche en 3 temps qui ne repose pas sur l'introspection. Mais sur des systèmes, des stratégies externes. C'est exactement l'idée. Des garde-fous. D'accord, je suis preneur. Le premier point, le plus fondamental, c'est l'humilité intellectuelle. Accepter la fatalité. C'est-à-dire, Il faut admettre que, par défaut, un cerveau humain est biaisé. Ce n'est pas un défaut moral, ce n'est pas de la bêtise, c'est un fait biologique, une conséquence de notre évolution. Accepter ça, c'est la première étape. c'est un vrai changement de posture. Passer de suis-je biaisé à sachant que je le suis, où est-ce que ça se manifeste en ce moment? Précisément. Et une fois qu'on a cette base, on peut utiliser des outils. Le deuxième point, c'est la règle du « et si ». La règle du et si. C'est un outil très pratique. Face à une décision importante ou une opinion très forte, on se force à envisager le scénario inverse. L'exemple donné est excellent. Vas-y. Imagine, tu trouves l'idée d'un collègue absolument géniale. La règle, c'est de se demander « et si c'était mon pire ennemi qui avait proposé exactement la même idée, est-ce que je la trouverais toujours aussi géniale ?» Ah oui, c'est puissant. Ça me rappelle une réunion la semaine dernière, tiens. Je me demande ce que j'aurais pensé si la proposition venait de quelqu'un d'autre. C'est un exercice inconfortable. Très inconfortable. Ça force à séparer l'idée de la personne, à déjouer l'effet de halo, par exemple. L'inconfort est le signe que ça marche. Et le troisième point, c'est l'entraînement régulier. Logique, venant d'une plateforme d'entraînement cérébral. Oui, mais la logique est solide. La pratique d'énigmes, de problèmes contre-intuitifs, ça sert à un but plus profond. Ça habitue le cerveau à se méfier de sa première intuition, de sa réponse automatique du système 1. Ça renforce le muscle de la réflexion, le système 2. Voilà, ça nous apprend à l'engager plus systématiquement avant de sauter sur une conclusion. Donc, si je résume, la solution n'est pas de devenir un être parfait, sans biais, c'est impossible. Non, C'est plutôt de devenir un meilleur architecte de sa propre pensée.
D'abord, accepter les failles, ensuite utiliser des outils comme le «et si», et enfin, entraîner son esprit critique pour que le doute devienne un réflexe. C'est tout à fait ça. Mettre en place des garde-fous externes, plutôt que de faire une confiance aveugle à notre jugement interne. Ce qui ressort de tout ça, finalement, c'est une sorte de redéfinition de l'intelligence. L'intelligence pratique au quotidien. Oui, Il ne s'agit pas de ne jamais se tromper, mais de construire des systèmes pour reconnaître qu'on est faillible et pour corriger le tir. la conclusion du document le dit parfaitement, je crois que ça vaut le coup de la citer. Je t'en prie. L'intelligence, ce n'est pas avoir raison. L'intelligence, c'est savoir comment on peut avoir tort. C'est une phrase qui change toute la perspective. Le véritable expert, ce n'est pas celui qui clame son objectivité, Non, c'est celui qui commence par dire « Je sais que ma perception est probablement faussée par défaut, alors voyons ensemble comment corriger ça ». c'est une posture de doute constructif et pas de certitude. La connaissance de ses propres limites devient une force. Et ça nous laisse avec une pensée pour la route. Sachant sous ça, la bonne question n'est peut-être plus « Suis-je biaisé ?» puisque la réponse est oui. La vraie question devient Où se situent mes tâches aveugles les plus importantes en ce moment? Et si la conviction la plus forte, la plus ancrée, la plus évidente qu'on a aujourd'hui, était justement celle qui méritait le plus d'être passée au crible de la règle du « et si »